Bonsoir à tous. Il faut continuer à bien se couvrir avec ce froid qui persiste, mais samedi les températures devraient remonter avec 9 degrés et un beau soleil. Un point complet sur votre météo en fin d'édition. Et avec cette vague de froid, la situation des sans-abri est encore plus alarmante. Le plan grand froid a été lancé vendredi par la préfecture de région. Ce plan consiste à proposer des hébergements d'urgence supplémentaires le temps que les températures remontent. On vous emmène tout de suite au cœur d'un accueil d'urgence à Lille. Reportage signé Xavier Silly. Le plan grand froid s'organise depuis vendredi dans la région. Pendant cette période de froid extrême, différentes structures ouvrent leurs portes, comme à l'accueil de jour du Secours populaire à Lille. Dans ce petit foyer, 20 personnes peuvent y trouver le gîte et le couvert, un toit pour ne pas subir les températures glaçantes à l'extérieur, un foyer pour retrouver aussi un peu de chaleur humaine. On retrouve un peu une ambiance, un peu beaucoup même, une ambiance conviviale comme à la maison. Donc on a des box qui sont fermées par des rideaux pour avoir de l'intimité. On a des douches, on a l'accès à des sanitaires, on a une cuisine commune. Donc le but c'est que ce soit convivial, qu'on cuisine ensemble ce que les familles ont envie de manger le soir. Donc on cuisine ensemble, on débarrasse ensemble, on nettoie ensemble comme à la maison. Le foyer lillois accueille davantage de femmes enceintes ou avec des enfants. Des familles extrêmement fragiles qui peuvent compter sur la mobilisation du Secours populaire quand elles font face notamment à la faiblesse des petits. Hier encore, on a eu le cas d'une famille qui a dû hospitaliser d'urgence son bébé. Les pompiers sont venus chercher le petit parce qu'il n'arrêtait pas de vomir. Si elle avait été dehors, je ne sais pas comment elle aurait géré ça. Donc les pompiers sont venus la récupérer. On a gardé les petits ici la nuit et les autres enfants. Et elle est revenue ce matin récupérer tous ses enfants pour pouvoir poursuivre les soins de son enfant qui est hospitalisé. D'après le Secours populaire, le besoin de logement est des plus forts en cette période hivernale. Certains des résidents attendent même que les températures chutent pour pouvoir trouver un peu de répit. Abeth, venu avec son épouse, fait partie d'ailleurs de ceux qui apprennent à chaque fois avec beaucoup de soulagement la mise en place du dispositif. On a constaté qu'il y a fait 3 jours qu'il y a 2 SDF qui étaient à Paris, qui étaient morts. Mais nous, on n'aimerait pas avoir les mêmes cas. Heureusement qu'on est bien cuit, on dirait qu'on est chez nous et on mange bien, on dort bien. Il y a la douche, c'est tout propre ici, même les bénévoles ils s'occupent de nous. Et on dirait que c'est notre deuxième famille, c'est ça. Depuis la mise en place du plan grand froid vendredi dernier, près de 10 000 places d'hébergement d'urgence ont été mises à disposition dans le Nord et le Pas-de-Calais, et ce, jusqu'au retour des températures positives. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des maladies rares. Les associations organisent des manifestations un peu partout en France pour parler de ces maladies qui touchent environ 3 millions de personnes en France, soit une personne sur 20. Ces maladies sont souvent difficiles à diagnostiquer et il existe peu de traitements en général pour y faire face. Idil Gunay était place Riour à Lille ce matin au sein d'un village éphémère installé pour l'occasion. Elle a rencontré le professeur Eric Achula à ce sujet. Je vous propose de l'écouter. Le diagnostic et l'errance diagnostique est un problème majeur dans les maladies rares parce que comme elles sont rares, il est difficile d'en faire le diagnostic et il se passe souvent plusieurs années entre les premiers symptômes et le diagnostic. Le problème avec 8000 maladies rares, c'est que le médecin consulté en première ligne est le médecin de famille qui ne peut pas connaître ces 8000 maladies rares. Et donc c'est la culture du doute qui un jour, peut-être, lui fera demander d'autres avis et d'autres spécialistes jusqu'à ce qu'un jour quelqu'un dise mais peut-être c'est vraiment une maladie rare. Et bien oui, c'est une maladie rare parce que je reconnais ce symptôme. Donc c'est un diagnostic extrêmement difficile. Vous aimez le design et la récup, les réalisations de l'association Fibre & Co devraient vous séduire. À Roubaix, un groupe de jeunes âgés entre 18 et 30 ans réalise des meubles et objets à partir de matériaux récupérés auprès d'entreprises locales. Ces jeunes qui ont intégré ce chantier ont des difficultés à accéder à un emploi. Ce travail est donc une façon de les réinsérer dans le milieu professionnel. D'ici quelques mois, vous pourrez découvrir les réalisations dans un showroom qui sera situé dans le centre-ville de Roubaix. En attendant, vous pouvez découvrir les produits sur la page Facebook de Fibre & Co. Explication au micro d'Idil Gunay.
On crée notre mobilier à partir de matériaux de récupération qu'on récupère auprès de différentes entreprises. Bien sûr au niveau local, hein, on n'est pas sur des trajectoires trop longues, hein, puisqu'on est dans une démarche d'économie circulaire. On récupère principalement du bois de palette, on a de plus en plus aussi la possibilité de récupérer des essences de bois. On récupère également du métal, puisque ça faisait partie aussi des matériaux qu'on souhaitait récupérer dès le départ. Et là on a commencé à intégrer un troisième matériau qui est le carton. Et on va commencer à créer aussi une gamme de mobilier à partir de tiroirs en carton. Comment occuper vos enfants pendant les vacances? Pourquoi pas revenir au loisir ancestral et les emmener vers un spectacle, voir un spectacle de marionnettes. À Sizouin, le théâtre Mariska propose 3 représentations par jour pendant les vacances. La particularité de ce théâtre, c'est son savoir-faire. La compagnie utilise des marionnettes à fil, une technique qui se fait de plus en plus rare. Chaque année, 5000 personnes poussent la porte de ce petit théâtre situé, je le rappelle, à Sizouin. Idil Gunay a rencontré le directeur des lieux, Jean Bouclé. Je vous propose de l'écouter. C'est toujours surprenant de voir cet engouement et puis et on se rend compte, la pression est très forte, hein. Je peux vous dire que là au téléphone, là-haut au bureau, ça n'arrête pas d'appeler pour réserver. Les gens sont assez déçus, ils savent maintenant qu'il faut s'y prendre assez longtemps à l'avance. On voit bien le grand public, d'ailleurs les parents, très souvent ici on a une salle où il y a 15 gamins et 40 parents, grands-parents, adultes, et les adultes quand ils sortent ils ont la banane et ils sont heureux d'être venus. Et il y en a, on soupçonne qu'il y a des parents qui crochettent des enfants dans la rue pour pouvoir venir. C'est pas les leurs. On soupçonne, hein. Mais bon, je vais pas dénoncer. Voilà. Et en ce moment, on parle beaucoup du froid, des températures négatives, mais aussi des températures ressenties. Alors, qu'est-ce que cette appellation veut dire exactement? Estelle Dargent nous l'explique. 1 minute pour comprendre. Et en cette période de froid, on va parler des températures ressenties. Qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est une notion qui est née durant la Seconde Guerre mondiale, en fait, lors d'expéditions en Antarctique par les États-Unis. Les chercheurs se sont rendus compte que le vent, qui n'est pas pris en compte pour les températures, eh bien, provoque une perte de chaleur sur la peau. C'est pour ça qu'on a plus froid quand il y a du vent. Au début des années 2000, donc, les Canadiens ont commencé à théoriser cette notion de température ressentie et ils ont même mis au point un outil pour la calculer en fonction de la vitesse du vent. Ainsi, s'il fait par exemple moins 5 degrés et que le vent souffle à 30 km/h, alors il fera moins 13 en ressenti. Et attention, on dit bien moins 13 et non pas moins 13 degrés car il ne s'agit pas d'une mesure mais d'une notion. Voilà, et plus de détails sur vos températures avec votre météo tout de suite.